Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Nous allons revenir aujourd'hui sur la Turquie. Après une séance consacrée à l'Empire ottoman, son évolution historique jusqu'à aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la situation stratégique de la Turquie en 2017, particulièrement sous l'angle économique, grâce à un consultant, expert de la Turquie, conseiller en investissement là-bas, Inan Gürbüz, enseignant aussi à l'ESCE. Bonjour Inan. Bonjour Olivier. Alors merci d'être là Inan. Je profite de votre présence d'abord puisque vous intervenez à l'école comme enseignant, que vous faites un cours sur la Turquie, mais que vous intervenez évidemment en Turquie, que vous conseillez des investisseurs étrangers pour essayer de faire un point sur la situation turque en 2017. L'OCDE, fin 2016, pointait la croissance durable et soutenue de la Turquie. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un peu la situation ? Alors, si on devait prendre une photo économique de la Turquie actuelle, au niveau du Moyen-Orient, c'est la première puissance du Moyen-Orient. Si la Turquie était européenne, elle serait 7e. Et au niveau mondial, elle se place de la 15e à la 17e place, en fonction des classements. Et la Turquie d'aujourd'hui a pour ambition en 2023 d'atteindre le top 10 mondial, donc faire partie des 10 premières puissances mondiales. Donc, si on devait traduire la place de la Turquie au niveau mondial aujourd'hui, à chaque fois que le G20 se réunit, donc Merkel, Trump, les présidents européens, la Turquie en fait partie. Le G20, c'est une réunion des plus grands chefs d'État, c'est aussi bien économique que politique, c'est-à-dire que la Turquie aujourd'hui occupe un rôle géostratégique, géopolitique et géoéconomique crucial dans le monde. Effectivement. Au niveau économique déjà, les multinationales étrangères ont très bien compris l'intérêt de la Turquie. Comme c'est un pays à cheval entre deux continents, il y en a beaucoup qui utilisent la Turquie comme plateforme de réexportation vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique, etc. Il y a un acronyme pour les sociétés américaines, c'est IMIA, Europe, Middle East, Africa. Il y a beaucoup de multinationales américaines qui ont placé la Turquie, enfin plutôt Istanbul, comme leur siège social pour la zone IMIA. À titre d'exemple, Microsoft gère 90 pays à partir de ce pays-là, Coca-Cola en gère 80. Enfin, c'est vraiment impressionnant dans le sens où beaucoup l'utilisent pour se réexporter, mais en parallèle, le marché intérieur aussi les intéresse. La Turquie, c'est 80 millions d'habitants, 60% d'entre eux ont moins de 35 ans, donc on a une population jeune, dynamique, et qui plus diplômés, j'imagine aussi. Diplômés, on a 800 000 Turcs qui sont Bac+5 par an, donc éduqués, et en parallèle avec un pouvoir d'achat proche d'un pouvoir d'achat européen. À 20% près, un consommateur turc consomme comme un consommateur français. Ce qui ramène la question, qui est un débat depuis une dizaine d'années, même plus, c'est la place de la Turquie vis-à-vis de l'Union européenne. On sait que des accords ont été signés, que la question de l'adhésion fait débat et discussion. Qu'en est-il en fait? Est-ce que la place de la Turquie, c'est au sein de l'Europe? On l'a vu dans la tradition et dans l'histoire, la Turquie est vraiment, et vous l'avez rappelé, à cheval entre l'Est et l'Ouest. Vis-à-vis de l'Union européenne, le vent a tourné. D'accord. En 2003, lorsque le gouvernement en place a récupéré la Turquie, un pays totalement endetté, sous le poids du FMI, le Fonds monétaire international, il y avait plusieurs milliards de dettes. La Turquie avait besoin de l'Union européenne, ne serait-ce que pour se ressourcer. C'était son premier client à l'export. Près de 60% des exportations allaient vers l'Union européenne. Donc oui, la Turquie avait tout intérêt à entrer dans l'Union européenne. À titre de comparaison, la Turquie de l'époque équivalait à la Grèce d'aujourd'hui. Un pays aux abois, avec une corruption élevée et difficilement gérée. D'accord ? Ça, c'est la photo d'il y a 15 ans. Donc en 2003. Exactement. Aujourd'hui, la Turquie, comme on l'a dit à l'instant, joue dans le concert des grandes nations dans le monde et se tourne vers plutôt l'Est, voire les autres continents. Et la Turquie sait que l'avenir n'est plus en Union européenne, mais plutôt vers ses autres destinations. Donc oui, officiellement, la Turquie est toujours candidate, mais dans les faits, elle ne fait rien pour. Et au contraire, elle a compris que l'enjeu est peut-être ailleurs aujourd'hui. Alors il y a un tournant qu'on occulte généralement, puisqu'on parle souvent de géopolitique et de relations internationales, c'est celui de la crise financière de 2007-2008. Peut-être que là, il y a quelque chose qui s'est joué aussi dans les rapports entre l'Union européenne et la Turquie.
Alors, cette période-là est vraiment intéressante dans le sens où le monde entier a vécu la crise des subprimes, d'accord? Donc, crise financière. La Turquie aussi, d'accord? Mais à moindre mesure. Première raison, la crise financière n'a pas impacté l'économie turque parce que la Turquie avait déjà formaté tout son système bancaire. La Turquie avait déjà vécu sa crise financière en 2001. D'accord ? Donc dans les banques, il n'y avait pas de produits aussi sophistiqués. Alors, est-ce que peut-être vous pourriez nous faire un point sur la crise qu'a connue la Turquie en 2001 ? Alors 2001 a été l'année du fiasco de tous les gouvernements kémalistes qui sont succédés durant les années 90 et même avant. D'accord. Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on parle souvent de la nuit des longs couteaux. Les Turcs ont vécu la nuit de la plus longue déflation, c'est-à-dire la dépréciation de la livre turque. En 2001. En 2001, en avril 2001, en une nuit, la livre turque a perdu plus de 40% de sa valeur. Oui, d'accord. D'accord. Sur une année civile, calendaire, l'inflation se mesurait à 80%. Je vous traduis ça. La Turquie vivait sous perfusion du FMI. Tout simplement. Tout comme la Grèce aujourd'hui, au final, avec une corruption exacerbée à tous les étages de l'administration. D'ailleurs, que vous soyez policiers, gendarmes, politiciens et autres, la Turquie était en difficulté aux abois, même au niveau de sa gestion interne. D'accord ? Donc ça, c'était 2001, avec sa crise financière. 2008, crise financière, encore une fois, mondiale. Et là, la Turquie comprend une chose, c'est que son premier client à l'export, qui est l'Union européenne, qui représente près de 55% de ses exportations. Donc quand l'UE va mal, la Turquie est en difficulté. Qu'est-ce qui se passe ? Le président de l'époque, donc Erdogan, qui est toujours le président, a pris son bâton de pèlerin. Il a fait la tournée de plus de 50 pays dans le monde afin de signer des accords de libre-échange. Il en est revenu avec 35 contrats. Donc aujourd'hui, la Turquie sait exporter, et ce de manière facilité, donc avec ses accords politiques, au Moyen-Orient, en Afrique noire, au Maghreb, en Amérique du Sud, en Chine. Donc la Turquie a su rebondir à cette crise de 2008 assez facilement. D'ailleurs, dès 2009, le déficit a disparu, le commerce extérieur turc est repassé excédentaire. Ah oui, c'est des chiffres assez probants. C'est totalement contre-intuitif pour nous, occidentaux et peut-être français, d'imaginer Erdogan qu'on présente parfois comme un nationaliste, parfois comme un chef d'État à tendance autoritaire, comme on a du mal à le voir prenant son bâton de pèlerin, allant dans le monde, apôtre du libre-échange. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, au niveau économique, ce qu'a apporté Erdogan ? Alors, Erdogan, lorsqu'il a récupéré la Turquie en 2003, comme on l'a dit tout à l'heure, les caisses de l'État étaient vides. Ouais. D'accord ? Donc il a dû restructurer l'économie turque et pour cela, il a premièrement réinvesti la scène économique en remboursant le FMI, donc en stoppant la corruption et en réinvestissant sur certains pans de l'économie. D'accord ? Et là, je vais vous donner les résultats. Par exemple, au niveau du secteur automobile, aujourd'hui, vous avez 19 constructeurs automobiles en Turquie. Renault a une usine de 5500 personnes. Donc, la plupart des Clio et des Mégane que vous voyez circuler en Europe proviennent de Bursa. Au niveau du tourisme aussi, la Turquie était déjà en avance sur son tourisme. Mais là, aujourd'hui, c'est l'un des pays, 8 pays au monde, voire dans le top 5 mondial, un des pays les plus visités, plus de 35 millions de visiteurs. Au niveau alimentaire, la Turquie est l'un des 8 pays au monde autosuffisants alimentairement. On lui coupe les frontières, la Turquie continue à s'auto-nourrir. En Turquie, on n'a pas de pétrole ni de gaz, comme ses voisins. Par contre, ils ont des noisettes. 80% des noisettes dans le monde proviennent de Turquie. Donc à chaque fois qu'on mange du Nutella, on mange des produits turcs. Voilà, c'est un raccourci un peu facile, mais on peut continuer comme ça. Par exemple, dans la construction, les sociétés turques sont classées dans le top 4 mondial. Ils réussissent à remporter des appels d'offres. Ils construisent des routes, des autoroutes, des aéroports en Russie, dans le Caucase, au Maghreb. D'accord ? Donc ils font jeu égal avec les multinationales occidentales aujourd'hui. Et on peut continuer comme ça dans d'autres secteurs comme la distribution, comme le tourisme médical, etc. Ça rompt avec la politique kémaliste. On a eu l'occasion de l'aborder dans ces rendez-vous de la géopolitique, mais sous un angle plus politique. Qu'est-ce qu'a apporté Kemal, la République d'Atatürk, donc que ce soit la laïcité, le poids de l'armée. Et au niveau économique, ce dont on n'avait pas parlé, c'est l'interventionnisme fort de l'État en 1923 avec Mustafa Kemal et la fermeture au marché étranger. Ce que vous êtes en train de montrer, c'est que Erdogan rompt avec cette politique protectionniste et s'ouvre sur le monde extérieur. Est-ce qu'il a un plan ou une vision économique pour les années à venir ? Alors aujourd'hui, la Turquie a un business plan clair,
c'est de rentrer dans le top 10 mondial des économies les plus puissantes. Et son objectif, c'est de l'atteindre d'ici 2023. Donc ils ont construit un business plan, ils ont établi plusieurs secteurs dans lesquels il faut investir, notamment les énergies renouvelables, le développement de l'Est de la Turquie, etc. Et l'idée, c'est que la Turquie monte en puissance, crée de l'emploi, attire les investissements, les IDE, qui se chiffrent ne serait-ce que l'année dernière entre 12 et 15 milliards de dollars. D'accord ? Et ça, c'est continu depuis 2005. Il y a même eu des pics à plus de 22 milliards de dollars, ne serait-ce que sur une année. Donc la Turquie souhaite gagner encore des rangs dans le classement mondial. D'ailleurs, Erdogan a lancé une grande politique de travaux. D'accord, il a lancé des chantiers, par exemple, à Istanbul, ils sont en train de construire le plus grand aéroport du monde capable d'accueillir plus de 150 millions de passagers. À titre de comparaison, Charles de Gaulle, c'est 70 millions. D'accord ? Il y a encore un autre projet qui est assez ambitieux. Vous avez le détroit du Bosphore, qui relie la mer Noire à la Méditerranée. Donc ce sont des eaux internationales, d'accord, où là il y a un énorme trafic, donc beaucoup de pollution. Parmi l'un des chantiers prévus en stand-by, ils pensent même à créer une sorte de canal. Donc ils vont couper l'ouest de la rive européenne d'Istanbul pour relier la mer Noire à la Méditerranée. Et là donc ça va devenir un canal, donc ils vont pouvoir facturer aussi le passage des flux. Mais aussi d'autres projets. La Turquie est aussi utilisée comme un couloir énergique, c'est-à-dire qu'il y a du gaz, du pétrole qui va transiter par la Turquie pour approvisionner l'Europe. Hier, la Russie a signé le contrat de gazoduc qui s'appelle South Stream. Donc, dorénavant, le gaz russe ne va plus passer par l'Ukraine, mais va passer par la Turquie. Voilà un exemple d'accord. Avant, on disait que toutes les routes mènent à Rome. Là, actuellement, tous les gazoducs mènent à Ceyhan. C'est une ville au sud de la Turquie où l'on voit transiter énormément de gazoducs qui proviennent du Moyen-Orient et du Caucase. On voit très bien dans ce que vous êtes en train de nous raconter que la place géographique de la Turquie est stratégique et que de plus la stabilité politique, même si certains événements sont venus troubler la Turquie et la stabilité démocratique du pays, mais en tout cas sa situation politique forte, sa situation économique assise et sa place géographique centrale en font vraiment un pays charnière, un pays carrefour, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la Turquie est à l'avant-poste d'un certain nombre de défis internationaux qui nous touchent tous. Effectivement, la Turquie a plusieurs défis à relever. Bon, tout d'abord au niveau de sa politique interne. Malheureusement, l'année 2016 a été tragique en termes d'événements locaux. La Turquie a dû mener une bataille contre deux ennemis déclarés. On a ce conflit avec le PKK qui dure depuis les années 80. Pour rappel, le PKK est un groupuscule armé reconnu comme organisation terroriste par l'Union européenne, par les États-Unis et aussi par la Turquie. Donc la Turquie lutte contre ces opposants qui se présentent comme protecteurs de la cause kurde, mais au final, les Kurdes ont aussi gagné énormément en liberté au cours de ces 15 dernières années. Sous le régime kémaliste, ils n'avaient pas énormément de droits, d'accord ? Et sous le régime d'Erdogan, ils les ont récupérés. Aujourd'hui, il y a une chaîne kurde qui s'appelle TRT Kurdi. Ils ont le droit de parler leur langue, d'éditer des livres, d'investir la scène politique, ils ont un parti politique, ils ont un journal, Özgür Politika. Donc aujourd'hui, la cause kurde est bien représentée en Turquie, et malgré tout, on a ce conflit avec le PKK qui perdure. Le PKK, juste en un chiffre, c'est 40 000 morts au cours de ces 30 à 40 dernières années. D'accord ? Donc ça, c'est le premier événement majeur de 2016, ce sont tous ces coups d'État, et qui risquent de continuer, d'ailleurs. Ces actes terroristes, malheureusement. Et en parlant de coups d'État, pour rebondir dessus, on en a vécu un le 15 juillet 2016, coup d'État déclaré et reconnu, à travers les témoignages reconnus, par un mouvement qui s'appelle Gülen. Gülen, pour traduire, c'est le nom de leur chef, qui s'appelle Fethullah Gülen, un imam exilé aux États-Unis, qui est à la tête d'un mouvement. Alors, c'est difficile de vous traduire ça, d'accord, mais c'est un peu comme l'église de Scientologie aux États-Unis. C'est l'équivalent d'une secte, avec un gourou à leur tête, qui ont investi la scène économique. Il y a beaucoup d'industriels qui financent cette organisation-là. Ils ont même une banque, la banque Asia en Turquie. Ils ont même investi la scène médiatique. Ils ont un journal qui s'appelle Zaman, publié à travers plusieurs pays. Il n'y a pas que la Turquie. Ils sont même dans la scène éducative. Ils sont plus de 4000 écoles privées en Turquie.
plus de 400 aussi écoles à travers tous les continents. D'accord, donc c'est vraiment une tentacule qui représente plus de 40 000, voire plus, des milliers de fidèles à ce gourou-là. Et le point déterminant qui a fait qu'il y a eu un coup d'État, c'est qu'ils ont aussi investi l'appareil militaire. D'accord, donc vous avez des généraux, des chefs d'état-major, des soldats qui ont été formatés par ce réseau-là et qui ont été introduits dans les services militaires turcs. Et donc le 15 juillet, malheureusement, on a vécu un coup d'État. Donc tout d'un coup, ce soir-là, on a vu des soldats, des chars, des tanks traverser les grandes villes de Turquie et qui ont causé la mort de plus de 300 civils turcs, ne serait-ce qu'en une soirée. Et des milliers de blessés ce soir-là. Et le gouvernement a tremblé, mais le gouvernement a résisté et a pu garder le pouvoir. Et ça, grâce à une seule chose, c'est le peuple turc qui est descendu comme un seul homme dans les rues pour défendre les valeurs de la République. La Turquie, en fait, a vécu sa propre révolution française en 2017, ce soir-là. Ce qui est intéressant, parce que c'est aussi un renversement par rapport peut-être à la vision qu'on pouvait avoir de l'armée en Turquie traditionnellement, puisqu'elle était garante des libertés sous Kemal. Là, on a un coup d'État qui rate et qui portait atteinte à la stabilité institutionnelle, à la légitimité d'un gouvernement élu, et ce qui explique ensuite la politique de purge qui a eu lieu ensuite, puisque ce que vous avez bien décrit, c'est que les hommes de l'extérieur sont rentrés dans toutes les institutions, dans toutes les structures éducatives, policières, militaires. Ça, c'est pour les défis intérieurs. Donc j'imagine qu'il y aura encore des répercussions à l'avenir. Mais il y a aussi tout le contexte géopolitique autour. Et notamment, on ne peut pas éviter de penser à la Syrie. Effectivement, la Turquie, de par sa géographie, a 911 km de frontières communes avec la Syrie. Donc on est forcément impacté. D'accord ? À ce jour, la Turquie accueille plus de 3 millions de Syriens. Ça représente 4% de la population turque. C'est 80 millions d'habitants. Donc il faut pouvoir les accueillir, les héberger et leur aider. D'ailleurs, en Turquie, ils ont construit des camps et des villes sur mesure pour pouvoir les accueillir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont construit des villes où ils leur ont offert un toit, dans des bungalows, mais équipés, meublés, raccordés à l'électricité, raccordés à l'eau. Ça n'a rien à voir avec la jungle de Calais. C'est vraiment des lieux pour pouvoir les accueillir. La Turquie leur a offert l'accès aux soins totalement gratuit. Il leur a offert, ils commencent à leur offrir la nationalité turque pour certains d'entre eux. Ils ont même distribué à titre gracieux des cartes de retrait. Donc tous les mois, ils ont le droit de retirer auprès des banques turques une certaine somme. Donc la Turquie est en train d'avoir cet énorme geste humanitaire depuis 2011. D'ailleurs, depuis l'année dernière, l'Union européenne, afin de freiner la traversée des migrants et l'arrivée des migrants en Europe, l'Union européenne a décidé aussi de financer l'accueil des migrants en Turquie afin que la Turquie serve de tampon. Il faut bien préciser, je rappelle les dates que vous venez de citer, c'est 2011 que la Turquie commence à accueillir des Syriens. Voilà, enfin, la guerre a éclaté à ce moment-là, effectivement. Et c'est 2016, l'accord avec l'Union européenne. On a tendance à penser que c'est à partir de l'accord, ce qui est faux. Officiellement, il y a dû avoir des aides. Je ne pense pas que l'Union européenne ait laissé faire la Turquie toute seule. Mais les grands gestes de solidarité économique sont apparus en 2016. Et des vraies négociations afin de savoir, mais comment on fait Et ça, on peut dire que c'est une façon de gérer la crise qui se passe et la pression migratoire, mais quelle est l'ambition de la Turquie dans la région? Quel rôle prétend-elle jouer pour demain? Aujourd'hui, on a face à nous une Turquie de plus en plus puissante, d'accord, qui a des liens étroits avec ses voisins, d'accord. Bien sûr, avec le temps, on se rend compte que tous les liens ne sont pas si, fixes et valable dans le temps, parce qu'au fil de l'actualité, il y a des retournements de situation, à l'exemple de la Russie. D'accord. L'année dernière, il y avait eu une chute d'un avion russe sur le sol turc, donc la Russie avait accusé la Turquie, et là aujourd'hui, on se rend compte que la Russie est le meilleur allié de la Turquie. Donc au final... Avec les accords énergétiques dont vous avez parlé. Ah oui, ça c'est le plus grand geste, entre guillemets, d'amour qu'il y a entre les deux pays. Ils sont devenus les meilleurs alliés du monde, d'accord. Et notamment pour la Syrie, avec
l'aide de la Russie, la Turquie est le seul pays à envoyer des troupes au sol. Sur plus de 2500 km², les Turcs ont nettoyé la zone frontalière entre la Turquie et la Syrie, donc en Syrie, d'accord, de tous les extrémistes de Daesh. Et ils sont en train de continuer cette opération qu'ils ont nommée le bouclier de l'Euphrate. Ils sont en train de libérer petit à petit toutes les villes de l'emprise à la fois de leur ennemi du YPG, qui est l'équivalent du PKK, donc eux aussi, c'est un groupuscule armé qui défend, qui revendique un État du Kurdistan, et aussi le deuxième ennemi qui est Daesh, qui d'ailleurs Daesh en parallèle aussi fomente des actes terroristes sur le sol turc. La Turquie a besoin de devenir un acteur militaire, politique majeur à l'extérieur pour aussi assurer sa stabilité à l'intérieur. C'est ça qu'il en ressort ça. Que diriez-vous pour conclure sur le climat des affaires en Turquie en 2017 ? Alors, si on regarde sur ces dernières années, donc ce qui va nous permettre de nous projeter un petit peu, la croissance en Turquie tourne autour de 3 à 4%. D'accord ? Sur ces dernières années, la Turquie a continué d'attirer les IDE, les investissements directs étrangers, qui s'estiment entre 12 et 15 milliards de dollars. Donc la Turquie maintient son élan. D'accord ? La Turquie est en train de vivre ses 30 glorieuses, un peu comme la France après la Seconde Guerre mondiale. Pendant 30 années, tout investissement était rentable, tout se développait, le plein emploi, etc. En Turquie, certes, il y a du chômage aussi, tout n'est pas rose, d'accord ? Mais malgré tout, le climat des affaires est très positif dans le sens où la Turquie ne cesse d'investir et de s'adapter. La Banque centrale joue le jeu. Le gouvernement aide ses entrepreneurs à chaque fois en réajustant. D'accord ? Par exemple, la Turquie va prochainement renégocier son accord d'union douanière avec l'Europe. Alors, pour rappel, l'union douanière, ce sont les échanges qui sont facilités entre la Turquie et l'Europe sur les biens industrialisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxes ni droits de douane, etc. La Turquie, en 2017, a pour ambition de revoir cet accord-là, parce qu'aujourd'hui, cet accord est en leur défaveur. Je vais donner juste un exemple. Les entreprises européennes ont le droit de venir en Turquie et participer aux appels d'offres publics, mais l'inverse est interdit. D'accord ? Donc là, ils sont en train de renégocier. Donc il y a des nouvelles opportunités de croissance qui vont s'installer. Et puis, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, la Turquie, de par ce caractère aussi musulman, qui est positif, arrive à remporter des appels d'offres au Moyen-Orient, au Maghreb. Et cette manière d'aborder les nouveaux marchés leur permet aussi de remporter d'énormes appels d'offres en Afrique noire. Donc la Turquie a cette continuité, enfin, a du moins au niveau économique un avenir radieux. Eh bien, pour vous reprendre, tous les chemins ne mènent plus à Rome, mais peut-être à Istanbul ou à Ankara. Je vous remercie, Inan, pour la qualité de cet entretien. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.